Oui. Alors, bonjour. Je te laisse te présenter rapidement. Je me présente et déjà avant de me présenter, je remercie Hightech, je remercie Alliance pour organiser avec tous ses partenaires et ses sponsors d'organiser ce premier Matex, ce qui est assez intéressant aussi pour la jeunesse, pour les futurs CyberSec Engineering. Donc je m'appelle Faisal Salifi, je suis manager au sein d'Avaliance France et je m'en occupe principalement de deux pôles qui sont cloud et cybersécurité. Monsieur Agoumi. Bonjour à tous, Youssef Agoumi, merci pour l'invitation et pour l'organisation. Moi je dirige le cabinet de conseil ForMind, qui est un cabinet spécialisé en cybersécurité. On est présent en France, au Canada, au Maroc et en Espagne. Je suis également administrateur de l'association Nortrust. Je pense que vous avez eu une présentation ce matin et ravi d'être parmi vous pour ce sujet. Ok, merci beaucoup messieurs. Selon vous, quelle est la relation entre l'analyse de risque, le SOC et la cyberassurance? Parce qu'on a trois mots qui se rejoignent, mais bon, je vous laisse la parole. C'est quoi la relation? Chaque domaine est assez riche. Les trois sujets, on ne pourra pas vraiment les expliquer en 30 minutes ensemble, mais je vais essayer de faire un parallélisme. Ça permet un peu d'expliquer rapidement ça. En fin de compte, si on dit qu'on a la sécurité qui est un grand supermarché, selon ma petite expérience dans le domaine de quelques années, on se retrouve avec deux types de personnes. Il y a des gens qui vont venir parce qu'ils ont un budget, ils doivent faire des courses, parce qu'ils doivent nourrir la sécurité le foyer. Donc là, ils vont rentrer, ils vont commencer un peu à récupérer des assets selon leur choix personnel ou choix entreprise. Malheureusement, il y en a plus que les autres, qui sont un peu ceux qui ont, comme les restaurants, comme les hôtels, des gens qui ont une idée très claire, une vision très claire, un plan d'une semaine, d'un mois de plats, et qu'ils ont déjà préparé leur liste de courses. Et ils ont une stratégie. Et à ce moment-là, on se pose la question, ok, mais si on veut faire cette stratégie-là et cette vision-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comme tout plat, il y a une entrée, un plat et un dessert. Donc on va dire, ok, il faut déjà qu'on étudie le niveau de conformité, niveau de risque qu'on a dans l'entreprise. D'où l'intérêt un peu à ce moment-là de parler sur l'analyse de risque. C'est le fait de dire, ok, je veux faire un état de lieu de qu'est-ce que j'ai. Et ça commence un peu parmi les frameworks que j'aime bien un peu par rapport à cette logique, c'est NIST, où ça commence par l'identification de mes assets. Il faut que je les sache. Alors quelquefois, ça commence vraiment, le plus simple, c'est juste un asset management. Après, l'idée, c'est de dire, je connais mes assets, je fais mes analyses de risque, on rentre un peu malheureusement en détail parce que sinon ça va prendre plus que 30 minutes. Donc je fais mes analyses de risque, je fais un écart, j'essaie un peu de remédier à cet écart-là, je fais mes mitigations, etc. Ça, c'est un peu l'intérêt de l'analyse de risque. Après ça, c'est juste un état de lieu, mais par contre, il faut voir la sécurité comme un train de vie. C'est qu'il faut le faire souvent. D'où l'intérêt de se poser la question de dire comment gérer une sécurité opérationnelle. Et là, la question se pose, à qui on va déléguer cette action-là? Alors, c'est là l'intérêt du SOC, parce que tout simplement, c'est Security Operations Center. Et là, il y a des sociétés qui disent, on est tout petit, on n'a pas besoin. Il y a ceux qui disent, on a les moyens, mais on va le sous-traiter. Et il y a des gens qui ont en interne. Enfin, à la fin, il faut juste avoir un centre qui permet un peu de superviser tout l'aspect opérationnel de la sécurité. C'est un peu un train de vie qui doit vivre et ça permet aussi à un certain moment, revenir sur l'analyse de risque. Mais comme on sait très bien un peu la petite formule mathématique du risque, la probabilité fois l'impact, il y a toujours une probabilité qu'il y aura un problème. Et comme Monsieur Ali Azouzi, il avait mentionné ça qui est assez intéressant, c'est que comme dans les voitures, au moment où on achète une voiture, ça roule, il y a l'airbag, il y a tout, mais on prend aussi une assurance. L'intérêt de l'assurance, c'est en cas de problème, en cas d'incident.
Et c'est là où le mot cyberassurance ou assurance cyber intervient, parce que c'est un contrat avec une assurance qui dit ok, en cas de problème, on a besoin d'engager un budget. Donc en fin de compte, ils vont engager le budget pour avoir les avocats, les investigateurs, les gens qui vont avoir assez de compétences qui sont quelquefois rares dans une entreprise comme des salariés, des internes, pour pouvoir tout simplement combler un peu ce gap-là. Donc c'est un peu les trois qui permettent un peu d'avoir cette homogénéité entre j'analyse un état de lieu, je connais mes risques, je sais un peu les mitiger, j'ai un système opérationnel qui permet un peu de voir un peu tout le monitoring du système, et à la fin une assurance par rapport au reste de la probabilité. Monsieur Agoumi, vous avez quelque chose à rajouter? Même question du coup. Hein. Oui, tout à fait. Non, je suis en phase avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, je pense que l'analyse de risque, ça reste la pierre angulaire des sujets sécurité. Bon, là, on a parlé de trois notions, analyse de risque, SOC et cyberassurance. On peut se dire que c'est trois sujets qui sont pris un peu comme ça au hasard. Mais effectivement, l'idée de faire de la sécurité, on a de plus en plus tendance, même si c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, dans certains pays, à essayer de faire de la sécurité, d'être le plus mature possible et d'acquérir une tonne de technologie, d'essayer de boucher tous les trous. Je vais faire mon chiffrement, je vais gérer mes identités, mes accès, je vais gérer mon SOC, j'essaie de gérer vraiment tous les aspects de la cyber, mais je n'insère pas ça forcément en phase de risque. Et quand je dis en phase de risque, je ne parle pas de risque cyber ou de risque IT, je parle de risque opérationnel métier. C'est ça le plus gros enjeu. C'est de comprendre le métier de mon entreprise, de comprendre les impacts qu'aurait un risque cyber sur mon métier, que ce soit en termes de fraude, de fuite d'informations, d'interruption d'activité ou autre, et de venir justement définir une stratégie de sécurité en face de ces risques opérationnels-là. Et non en face des risques IT. Parce que si je veux convaincre tout le monde au sein de mon entreprise, adopter un discours digeste et aller devant le management de façon assez claire et limpide sur mes sujets qui sont parfois techniques, j'ai besoin de lui dire, écoute, dans mon entreprise qui est dans le secteur agro, on a des risques de vol d'agrumes, on a des risques d'indisponibilité de mon usine qui produit des produits laitiers. Et il se trouve que ces risques-là, qui sont purement opérationnels, peuvent survenir suite à des défaillances de mon système d'information X ou Y. Et c'est ce travail-là qui nous permet justement de partir d'une stratégie cyber qui est cohérente, qui est alignée avec mes enjeux métiers, et qui va derrière engendrer des mesures ou des streams sécurité qui vont permettre de sécuriser ce qu'il faut sécuriser, et non de sécuriser pour sécuriser. Et on passera évidemment par des sujets tels que le SOC, qui va venir justement m'aider à superviser mon système d'information, et on est sur des tendances qui sont de plus en plus, qui se transforment de plus en plus et qui évoluent de plus en plus. Vous avez tous en tête que tout le monde commence à partir sur le cloud, qu'on a de l'IA qui commence à intervenir sur nos process, que tout le monde se digitalise, et tout ça fait que on doit tout repenser, on doit avoir des SOC qui prennent en compte ces sujets-là, on a de nouvelles technologies qui prennent en compte ces sujets-là, et donc tout ça, on doit l'intégrer dans notre stratégie de sécurité. Et enfin, sur la partie cyberassurance, j'ai des risques que je vais peut-être décider de ne pas couvrir moi-même. Et dans le cadre de ma stratégie de traitement de mes risques, je vais peut-être me dire que certains des risques que j'ai identifiés, je préfère me baquer avec une cyberassurance pour renforcer mon niveau de protection, non, mais mon niveau pour réduire l'impact qu'auraient ces risques-là sur mon activité, surtout d'un point de vue financier. Donc on a des cyberassurances qui, elles aussi, c'est assez nouveau, hein, qui commencent qui repensent leur modèle en continu. J'ai échangé avec un grand assureur américain récemment qui me disait que sur l'année 2021, ils avaient encaissé 3 milliards de dollars de primes d'assurance et ils avaient remboursé 4 milliards. Voilà, donc on est aussi sur un contexte où les assureurs repensent le modèle cyber en permanence. C'est des enjeux assez importants et voilà. Justement, quelles sont les conditions pour souscrire à une cyberassurance ?
au Maroc. Et après, peut-être, vu que vous êtes un cabinet international, peut-être nous parler aussi de ce qui se fait en Europe. Oui, bon, les conditions, on ne va pas rentrer dans les conditions opérationnelles. Oui. On appellera un assureur. La prochaine édition, on aura un assureur. Mais le sujet, c'est que les assureurs en général font chaque assureur a sa manière de faire, mais font une première évaluation du niveau de sécurité de l'entreprise qu'ils veulent assurer, soit sur la base d'un self-assessment, donc on demande à l'entreprise de s'auto-évaluer, soit sur certains modèles sur la base d'audits que réalise l'assureur. Ça leur permet d'évaluer un premier niveau de maturité sécurité de leurs clients pour pouvoir chiffrer l'assurance, en plus de tout ce qui est impact opérationnel engendré, qui pourrait être engendré par une cyberattaque. Donc ils font comme ça. Vous avez parlé de conditions de souscription. En fait, c'est pas vraiment une condition de souscription, c'est plus la manière avec laquelle ils évaluent leur assurance. Et en général, on est sur des primes assez importantes. Hein. C'est en millions de dollars, et même les franchises, en cas d'incident, parfois atteignent peut-être 1 million, 2 millions de dollars selon la taille de l'entreprise pour chaque incident. Donc on est sur des montants assez importants. Après, on a des modèles de cyberassurance qui sont plus dédiés aux PME. Surtout en Europe, ça fonctionne de plus en plus. Je pense à Stoic, qui est en plein boom, qui est une start-up qui s'est spécialisée dans la cyberassurance pour les PME. On est sur des montants beaucoup moins importants. Et c'est une tendance qui est de plus en plus importante en Europe. Au Maroc, pour le moment, on est plus sur des entreprises de grande taille qui souscrivent à des cyberassurances. Ok. Je vais juste rajouter un point qui est assez intéressant aussi, c'est par rapport à la partie PME. Selon des statistiques faites par la Société Générale de Réassurance en 2021, si ma mémoire est bonne, c'est que pour les PME, à peu près 13% connaissent déjà le terme. Et ce qui fait qu'ils ont, à partir de ça, ils ont essayé de pouvoir aussi, c'est un terme qui, je dirais, un peu nouveau quand même, l'assurance cyber. Ce qui a expliqué aussi le fait que on commence à avoir, l'année dernière et cette année-là, des assurances qui commencent à offrir ça. Parce que quand on parle sur Maroc terrain de confiance, il faut déjà préparer le terrain. Et préparer le terrain commence déjà par avoir des offres, des statistiques, d'avoir un peu des intérêts et éduquer les gens, expliquer. Et c'est ce que je crois un peu aujourd'hui, on est dans un état assez mature pour pouvoir déclencher un peu ce process-là. D'accord. Merci pour la table. Sinon, je vais juste rajouter aussi, si vous me permettez, très rapidement une petite réflexion personnelle par rapport au sujet d'une façon un peu la combinaison entre les trois. Tant que j'ai aussi la casquette cloud, pas forcément cloud public, parce que déjà, dès qu'on dit cloud, les gens ils commencent à s'irriter, oui, public, etc. Pas forcément, parce que c'est une technologie qui peut être aussi faite en on-premise, donc sur site. Et c'est là où je dirais aujourd'hui, par rapport aux différents types de risques, donc on part sur l'analyse de risque, j'estime que les risques qu'on a aujourd'hui et les menaces qu'on a aujourd'hui, ils sont un peu différents. Je m'explique. Les risques qu'on a aujourd'hui, c'est des risques qui parlent un peu plus sur dire j'ai des dommages complets, je dois faire un recover, je dois faire un retour. Comme par exemple les ransomware. Je prends juste un exemple. Et je dis qu'il faut peut-être la notion un peu la plus connue, je crois que tout le monde connaît, je ne vous rajoute rien, c'est un peu le CIA. La partie confidentialité, intégrité et disponibilité. Cette idée, je dis, par rapport à les enjeux aujourd'hui, qui sont un peu des enjeux où on a besoin de faire de la sécurité par rapport à un recover de risque, donc assurance aussi inclus, parce que c'est aussi l'intérêt de l'assurance, parce que ça fait assurance au moment de faire un recover. Et je me dis que peut-être qu'il faut upgrader cette notion de CIA par rapport à ces nouvelles tendances, nouvelles technologies qui sont un peu le cloud. Et pas que le cloud, j'ai inclus aussi le DevSecOps, le DevOps avec de la sécurité. Et là, je vais partager un peu je crois que ça fait 4-5 mois, j'étais en train de faire une petite recherche pour essayer de discuter avec un client qui était aussi preneur sur le cloud. Et je m'aperçois qu'il y avait une idée assez intéressante que je veux vous partager aussi, qui est, il y a un chercheur de Juniper One, si moi est bonne, qui s'appelle Sansu Yu, et il avait dit que à la place de prendre la sécurité comme une analyse de risque, du SOC, etc., ce qui est une bonne chose, il faut faire ça, il a dit il faut faire ce qu'on appelle
Shifting security left, ça veut dire qu'il faut commencer la sécurité au départ, pas à la fin, parce qu'aujourd'hui la majorité des process c'est on fait une application, on la développe, on l'implémente, on fait une analyse de risque, une vulnérabilité, tout ce qu'on connaît. Il a dit non, il faut commencer au départ. Et c'est un peu là la notion aussi de secure by design. Donc l'idée de ce monsieur-là, qui est assez intéressant, que je veux vous partager aussi, c'est qu'il a dit, à la place de penser disponibilité, donc calcul SLA, RTO, RPO, tout le truc qu'on fait, et savoir un peu scalabilité, accès, etc., et le risque qui est engendré par rapport à ça, pourquoi ne pas penser distribution? En fin de compte, on ne crée pas un seul silo qui fait tout, on le découpe en petites fonctions et on va commencer à faire des petits workers qui vont travailler. Donc c'est un peu le jargon qu'on dit aujourd'hui, les serviceless, les other functions, les lambda et tout ce qu'il y a en cloud qu'on peut aussi avoir. Ça c'est un peu la notion de dire, switchant de la mentalité un peu à analyser un risque comme étant une disponibilité et faisant plutôt une architecture faite au niveau de distribution. Puis après, il prend aussi la partie intégrité, donc vérifier un peu est-ce que le bon accès c'est la personne qui a fait l'action, etc. Il dit oui, c'est intéressant quand c'est une base de données parce que c'est un peu compliqué de trouver une manière de le faire autrement, mais la sécurité oblige aussi d'avoir un stockage de log, toute la journalisation de tout ce qui s'est passé. Il dit oui, mais pourquoi se casser la tête à faire ça si on peut faire un système immuable, qui ne change pas. C'est un peu dans les stockages qu'on appelle le write once, read many. En fin de compte, on écrit une seule fois et ça s'arrête là, il ne va jamais changer. On peut rajouter à la rigueur, si on veut être un peu funny, rajouter le blockchain si on veut, mais déjà, il y a du stockage qui permet de faire déjà ça nativement sans parler un peu sur le buzzword, blockchain et toute la technologie qui peut ramener, la sécurité qui peut ramener de plus. Donc il a dit, je change le I de integrity par immutable. Donc, et il prend à la fin le fameux confidentialité, donc crypter les données et tout ce qui enchaîne par rapport à les données. Il a dit non, à la place de faire de la confidentialité, pourquoi ne pas faire des systèmes éphémères? Et c'est un peu ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire-là. En fin de compte, il a dit, à la place de faire des systèmes qui sont déployés, ils sont là, je prends juste un exemple le plus simple, une machine virtuelle, une machine, pas virtuelle, une machine, on l'installe, et après il faut faire patcher, etc. Déjà, la petite galère entre le moment où la vulnérabilité existe, le patch il est là, et entre le moment où on décide tout ce qu'il faut qu'on patch, ça prend une semaine, 2 semaines, c'est une grande fenêtre de vulnérabilité, analyse de risque, et c'est à ce moment-là il a dit, ok, si on veut faire ça, pourquoi ne pas faire des systèmes éphémères? Des systèmes que, au moment où je vais exécuter la chose, je fais démarrer le petit process, donc on revient sur de la distribution, un petit process qui exécute ce qu'on veut, et il disparaît. Il faut juste gérer un peu le life cycle de la source de ce système-là. Donc ça engendre un peu d'autres réflexes, d'autres idées. Mais ça permet un peu de changer un peu cette idée de dire je fais de l'analyse de risque, je fais du SOC, je fais de l'assurance, à une idée de dire faisons de l'architecture basée sur de la sécurité. Faisons de secure by design d'Eldar. Parce que parmi les challenges qu'on a dans ces 3 mots qu'on vient de dire, c'est qu'on fait de l'infra, on fait de l'applicatif et après on commence à parler sécurité. Non, ça ne passera pas comme ça par rapport à ce qu'on a aujourd'hui comme challenge, comme type de faille. S'il y a un ransomware qui tape dans un système et qui le met à sèche, on fait quoi? On cherche les backups, et quand même les backups, ils ont des problèmes. Le seul moyen de dire, c'est OK, après, il faut bien protéger les données, on est d'accord, mais de dire tout le système, si on part sur un système qui est distribué, un système qui est immuable, un système qui est éphémère, avec du DevOps qui est un code. Aujourd'hui, on peut faire de l'infra as code, donc même l'infra, il peut être un code. À quoi? 2 heures, 3 heures, on remonte toute l'infra. Donc ton RPO, RTO et ton PRA, c'est en claquant les doigts. Pas qu'en cloud, ça existe en on-prem. Ok, merci, très intéressant. Peut-être on aura l'occasion de développer certaines thématiques dans les prochaines éditions. En tout cas, je vous remercie, M. Faisal et M. Agoumi, pour votre disponibilité.